Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, nous vous proposons comme d'habitude une petite étude. C'est une étude du célèbre compositeur Rink qui a été publiée en 1932. Le trait est au blanc et il faut gagner. Donc nous vous invitons à chercher la solution de cette petite étude. Et ensuite, une fois que vous allez remettre en lecture, vous pourrez comparer ce que vous avez trouvé avec la solution officielle qui sera exposée par Romu. Alors, on va, comme d'habitude, essayer de comprendre la position avant de se lancer dans les calculs. On voit qu'au niveau du matériel, les blancs ont une qualité de plus, mais les noirs ont 2 pions pour compenser ce déficit matériel, donc ça reste assez équilibré. Donc on a une tour qui est assez active avec les blancs, qui peut coulisser sur la deuxième rangée, mais aussi sur la colonne G. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant d'avoir pas mal de mobilité avec cette tour. On voit que le fou E7 attaque le pion D6. Il peut éventuellement bouger sur d'autres cases comme D8 ou reculer même sur H4 ou G5 notamment. Chez les noirs, on voit que les fous sont un peu éparpillés, ils ne sont pas vraiment coordonnés. On voit que le fou en F7 et le fou en 1 sont très loin l'un de l'autre. Et notamment le fou F7, on a un peu de soucis pour lui, puisqu'il se trouve sur la même rangée, à savoir la 7e, que son roi. Et comme les blancs disposent d'une tour, on pourrait imaginer faire des méchancetés sur cette rangée. Le roi blanc est relativement proche du roi noir, donc lui aussi, on pourrait imaginer qu'il puisse intervenir, bien que pour l'instant, il soit limité par le fou E1 qui l'empêche d'aller sur la case A5 et par le pion A6 qui contrôle la case B5, mais il est prêt à bondir si l'occasion se présente. Alors, comme la situation est relativement équilibrée au niveau du matériel et que surtout le matériel est relativement réduit, il s'agit d'être menaçant dès le premier coup avec les blancs, sinon les noirs vont trouver le temps de s'organiser et ils auront une nulle assez triviale. Donc la seule idée qui paraît menaçante, c'est justement d'exploiter cet alignement dont on a parlé tout à l'heure entre le fou F7 et le roi A7, je vais y arriver. Donc le premier coup, c'est sans grande surprise, tour G7. D'accord, donc qui exploite la... échec, attaque le fou. Échec au fou. Échec au fou. Voilà. Donc, ça exploite ce que tu nous as décrit, c'est-à-dire la position un petit peu malhabile du fou F7 et du roi A7, et on va créer les conditions, on comprend bien, d'un échec à la découverte, puisque si les noirs enlevaient leur fou sans trop réfléchir à l'endroit où ils vont le mettre, ici, on aurait tout simplement l'exploitation du vis-à-vis entre la tour G7 et le roi A7 par fou H4 échec, suivi de fou prend E1, et c'est terminé. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les noirs ne peuvent pas laisser la main aux blancs, et ils doivent agir, sauver leur fou sans laisser les blancs faire ce qu'ils veulent, ça signifie faire échec. Ça tombe bien, le seul échec valable, c'est fou E8. Oui, c'est la seule solution pour les noirs de ne pas perdre du matériel immédiatement. Donc là, roi B3, le coup indiqué. Et les blancs réitèrent donc cette menace de découverte. On menace donc fou H4 qui gagnerait le fou. Donc, chose assez incroyable, le fou E1 n'a pas d'abri. Quelle que soit la case, s'il souhaite bouger, quelle que soit la case où il ira, il sera toujours attaqué par un coup de fou. Si par exemple fou D2, c'est fou G5. Si fou A5, c'est fou D8. Sur fou F2, c'est fou H4. Il n'a absolument pas d'abri. Ouais, donc, bouger le fou ne semble pas être satisfaisant pour les noirs. Donc, si le fou ne peut pas bouger pour éviter de perdre du matériel, il va falloir éviter l'échec à la découverte, à savoir bouger le roi. Donc, pour cela, le roi a plusieurs cases. Il a la case B6, il a la case A8, il a la case B8. Alors, on va régler les coups assez simples, notamment roi A8 est extrêmement facile, puisque là, le roi vient sur la 8e rangée, et donc sur la même rangée que son fou E8,
Et donc cet alignement est forcément dangereux, et même plus que dangereux, fatal, après tour G8. On gagne une pièce. Ok. Bon, deuxième case à laquelle on pourrait penser, c'est la case B8. Alors, oui. Sachant que tu viens de nous parler de tour G8, on a envie de regarder tour G8, mais là on va commencer à trouver de petites ressources pour les noirs assez habiles. Oui, il y a une petite peau de banane sur laquelle il fallait éviter de mettre le pied. Si on est naïf et qu'on joue tour G8 en se disant c'est la même chose que sur roi A8, mais en fait il y a une différence, c'est que le roi en B8 peut se rapprocher en jouant roi C7, et sur tour prend A8 qui semble gagner une pièce, les noirs ont la ressource roi D7 qui attaque la tour, et la tour, si la tour venait à bouger, le fou serait en prise, et donc les noirs rétabliraient l'équilibre matériel avec un fou et 2 pions contre la tour, et avec une nulle assez facile. Donc attention à ça, il ne faut pas se précipiter, il faut bien traiter chaque coup de manière indépendante, en essayant de comprendre justement les différences entre les différentes cases, et pas se dire, bon, un roi sur la 8e rangée, c'est pareil, je joue le même coup. Alors, en revanche, donc on a compris la différence, mais l'inconvénient de roi B8, c'est que B8 étant une case noire, le fou E7 peut espérer intervenir pour entrer en jeu, et c'est le cas avec fou prend D6 échec. Donc en faisant fou prend D6, on gagne un pion, on fait échec, mais surtout on libère la case de 7. Et pourquoi la case de 7 est importante? Puisqu'on voit que sur la colonne E, sur les cases E8 et E1, se trouvent les 2 fous noirs. Donc encore une fois, c'est un alignement fatal qui va causer la perte des noirs. Et donc après roi C8 tour E7, les blancs gagnent une pièce et la partie avec. On pourrait juste faire une tentative de défense, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure avec les noirs, en offrant le fou sur E8 pour savoir mieux attaquer ensuite à la fois la tour et le fou, mais ici malheureusement les blancs auraient tranquillement le coin intermédiaire tour E4 qui contre-attaque le fou noir n'a pas d'échec, et donc ça se termine bien pour nous, mais c'est bien à chaque fois de vérifier s'il n'y a pas une tentative de défense comme ça. Ok, donc finalement on a fait le tour des coups sur la 8e rangée. Évidemment roi B7 ne change strictement rien, il y a toujours la découverte. Donc par élimination, le seul coup pour les noirs, c'est de jouer roi B6. Oui, effectivement, c'est le seul coup qui ne place pas le roi de manière malheureuse sur la 8e rangée avec cet alignement fatal, et donc soustrait le roi à la découverte éventuelle du fou E7. Alors là, comment poursuivre dans cette position? Donc le roi part sur B6, je vais y arriver. Donc ici, il faut continuer l'attaque. Le B6 étant une case noire, on a bien compris que le fou E7 a envie d'intervenir, et donc fou D8 est bien sûr le coup qui vient à l'esprit. Alors pourquoi D8? Parce que ça fait échec, mais ça libère encore une fois la case E7 qui profite de l'alignement entre le fou E8 et le fou E1. Donc là, les noirs peuvent jouer roi C6, qui est le coup ressource, on va dire, parce que si on joue encore une fois de manière naïve tour E7, on peut jouer fou H4. Tour prend E8 forcé. Tour prend E8, et là, roi D7. Donc c'est une variante un peu écho de celle de tout à l'heure, et avec une double attaque sur le fou D8 et la tour E8, bien sûr. Et après tour bouge, on va faire fou prend fouille, on va gagner le fou, et on va encore une fois sauver la nulle. Pour les petits malins qui auraient pu voir qu'après tour E7 et fou H4, il y avait encore une tentative d'attaque à la découverte avec tour C7 échec, en se disant sur roi D5, je vais pouvoir jouer fou prend H4. Attention, ici, roi B6 nous permet de rester dans la partie, dans la mesure où on a la possibilité de faire un échec à la découverte, mais systématiquement, les noirs vont répondre par fou prend D8, et ainsi éliminer ce fou et rester avec un rapport matériel tout à fait satisfaisant. Donc, cette étude, on comprend bien, elle est remplie d'imagination pour l'attaque de la part des blancs, mais aussi remplie de ressources de la part des noirs. Donc, il faut se montrer précis. Oui, il faut faire attention, et il ne faut jamais négliger les ressources adverses. Et donc, ici, après roi C6, il ne faut pas se précipiter avec tour E7, mais jouer plutôt donc, tour C7 échec.
Ouais, qui va permettre d'éloigner le roi, sachant qu'on vient de comprendre que sa case rêvée, c'était D7. Voilà, exactement. Donc là, roi D5 par les noirs, et maintenant tour E7 termine la partie, puisque le roi noir est beaucoup trop loin, il ne peut pas attaquer le fou D8, et nous, par contre, on va se venger sur un des fous, on va gagner une pièce et la partie juste après. Ok, eh bien, merci Romu pour cette très belle présentation de cette étude. On a bien compris que le principal apprentissage à retenir, c'est justement de faire attention aux ressources défensives de l'adversaire pour pouvoir les anticiper et même les empêcher avec pas mal de précision à chaque fois pour les coups d'attaque de la part des blancs. On espère que cette étude vous aura plu et que vous l'avez trouvée. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et on vous dit à très vite pour une prochaine étude. À bientôt. À bientôt.